Est-ce que notre génération aurait un problème identitaire ? Si vous êtes sur TikTok comme moi depuis le Covid, vous avez dû remarquer le nombre de tendances autour du make-up, autour des vêtements, autour des esthétiques qui sont sorties depuis. Alors vraiment, je peux même pas les compter. Pourquoi est-ce qu'on appelle un maquillage rouge un tomato make-up ? Pourquoi est-ce qu'on appelle le fait de prendre soin de soi et de prendre soin de sa peau une clean girl ? Pourquoi est-ce qu'on est toutes et tous un peu obsédés avec le fait de fit dans un esthétique ? Est-ce que vous aussi vous avez l'impression que plus on avance dans le temps et notre génération qui est considérée comme une génération qui casse les normes, elle a finalement envie de correspondre à certaines normes pour rentrer dans certaines cases. Tous mes conseils pour être une vraie clean girl. Comment devenir une clean girl ? Comment être une clean girl même quand il pleut. On a envie d'être une coquette girl, et après on a envie d'être une clean girl, et après on a envie d'être une ballet de corps girl. Tous les contenus se ressemblent, tout le monde parle pareil, tout le monde achète la même chose. Feels like jelly. Actually like Jello. Oh my god. Oh my god. Et en fait, est-ce que ces esthétiques sont dangereux pour nous ? Est-ce que c'est une manière d'exprimer notre personnalité ? Est-ce que c'est notre manière à nous d'être original et de pas rentrer dans les cases ? Est-ce que, comme d'habitude, le capitalisme se cache derrière ? Et vous savez quoi, cette vidéo, j'ai cru que j'allais jamais la sortir. D'accord ? Parce que pour rédiger cet essai, j'ai dû traîner énormément sur TikTok et en fait, je me suis rendu compte que tous les matins, il y avait un nouvel esthétique qui sortait et que du coup, ça allait être infernal si je commençais à attendre. All money par-ci, all money par-là, j'en peux plus. Franchement, vous allez voir cette vidéo, j'ai tellement dû creuser. Je pensais même pas que j'allais aller aussi loin dans la réflexion. Bonjour à tous, nouvelle vidéo essai. Aujourd'hui, on va parler de comment les réseaux sociaux, la politique et le monde qui nous entoure peut influencer l'identité de la Gen Z via les réseaux sociaux. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Au départ, on définissait le mot esthétique comme une discipline de la philosophie ayant pour objet les perceptions, les sens, le beau ou exclusivement ce qui se rapporte au concept de l'art. Dans le langage moderne et surtout depuis la venue des réseaux sociaux, à ce mot s'est ajoutée une connotation différente. D'après les définitions les plus populaires sur Urban Dictionary, c'est un dictionnaire en ligne et collaboratif. Ça veut dire que n'importe qui peut ajouter la définition qu'il souhaite sur un mot. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit l'évolution du langage, comme quoi un mot, en 2009, il peut dire quelque chose, et en 2019, il peut dire autre chose, et en 2025, il y a encore une autre connotation qui peut s'ajouter. Donc c'est pour ça que j'aime bien consulter le Urban Dictionary. Donc on peut voir qu'une définition qui a été ajoutée en 2003 sur le Urban Dictionary disait que l'esthétique, c'est qui se rapporte à quelque chose de beau ou d'agréable à l'œil. On peut voir qu'une autre définition en 2019 ajoute un autre sens. Esthétique est à l'origine du mot utilisé pour décrire quelque chose d'esthétiquement plaisant ou qui correspond à sa personnalité. Mais avec l'usage intensif de Tumblr et d'Instagram, le mot a rapidement dérivé en un slang, donc en une expression. Oh my god, c'est trop aesthetic. Et en 2021, on peut voir que le mot a encore évolué. Esthétique est un mot généralement utilisé par les adolescentes pour dire que quelque chose est beau, à tel point que sa définition d'origine s'est presque perdue. À la base, il désignait ce qui relève du beau et de l'appréciation de la beauté, mais aujourd'hui, il peut désigner n'importe quoi, du moment que ça plaît visuellement à un ado. Alors ils disent teenage girl, c'est vrai que c'est beaucoup plus utilisé auprès des filles, je trouve, c'est un langage courant auprès des filles, mais sur internet je trouve que tout le monde l'utilise un peu, donc ouais. Maintenant que vous savez qu'est-ce que la définition d'un esthétique, je pense que vous savez tous de quoi je parle quand je parle d'esthétique. Depuis la venue de TikTok et surtout depuis la pandémie, on a vu se développer différents esthétiques à travers les années. Et je pense que le premier dont je me souviens qui vraiment a pris beaucoup de place sur internet, c'était le cottagecore. Alors je cite: le cottagecore est une tendance esthétique particulièrement prisée par les femmes qui se caractérisent par des vêtements, une décoration et des activités inspirées de modes de vie pastoraux traditionnels. Elle puise surtout dans une vision nostalgique et idéalisée de la campagne anglaise ou des fermes américaines. Parmi les éléments phares du cottagecore, on retrouve les imprimés floraux, les longues robes et fluides, un intérieur rustique, une ambiance chaleureuse et cosy,
ainsi qu'un intérêt pour le jardinage, la pâtisserie ou encore les travaux manuels. Et l'esthétique cottagecore, je trouve qu'il tombe à une période qui va de sens avec la période dans laquelle il est tombé justement. Donc si vous vous souvenez bien, c'est une ère où on était tous confinés chez nous, on n'avait pas le droit de sortir, toutes les productions et toute la nourriture étaient en rupture de stock parce que les exportations étaient difficiles. Donc en fait le cottagecore, c'était une manière pour beaucoup de personnes à ce moment-là de reprendre, d'avoir l'impression, et ça je vais m'expliquer pourquoi je dis plutôt avoir l'impression de reprendre contrôle de sa vie, puisque on peut sortir à l'extérieur, puisque le cottagecore ça évoque la campagne, le fait de se subvenir à soi-même en fait, puisqu'on a son propre potager, on a sa propre ferme, donc on n'a plus besoin de se ruer dans les supermarchés, courir pour avoir du papier toilette ou de l'huile. C'est en fait une manière d'échapper à cette réalité qu'était le Covid. Il y a des gens qui vivent cette vie, d'accord, je dis pas que c'est quelque chose de purement fantaisique, mais comme le dit très bien Tiffany Francis Baker dans The Cottage Life, l'art du cottagecore ne consiste pas simplement à faire semblant de vivre dans le passé, mais plutôt à prendre les aspects les plus romantiques et inspirants de ce passé et à les intégrer dans notre vie moderne. Il en va de même pour la mode cottagecore. Et en fait, pendant cette pandémie, en plus de regretter la vie ou le semblant de vie libre qu'on avait avant, il y a aussi une grosse vague de nostalgie avec énormément d'anciens shows qui sont revenus, plein de trends du passé également qui sont revenus, mais surtout une grosse nostalgie, je trouve, au niveau de l'enfance. Donc le temps où on était insouciant, où il y avait plus de couleurs, où nos vies se résumaient seulement à se lever le matin, aller à l'école, rentrer, jouer, manger, dormir. Pour beaucoup d'enfants qui ont eu le privilège d'avoir cette vie, puisque pas tous les enfants malheureusement ont eu le privilège d'avoir une enfance heureuse, mais où la vie était beaucoup plus insouciante et loin de tous ces problèmes de pandémie, de crise mondiale en fait, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a vu, au-delà du cottagecore, plein d'autres esthétiques se développer sur TikTok, comme par exemple le kidcore qui est purement inspiré de l'enfance, avec des vêtements colorés, les collections de figurines comme quand on était enfant, avec les Smisky, tout ce qui est autour de Miffy, de Hello Kitty, également les Sony Angel qui ont fait fureur. J'en ai moi-même un, regardez comment il est trop mignon, j'ai eu une édition limitée s'il vous plaît. On a même un exemple concret dans le monde de la musique avec le groupe de musique de pop coréen New Jeans par exemple, qui était totalement inspiré du kidcore, avec les esthétiques qui sont vachement inspirées de l'enfance, les narratifs également. On a vu le weirdcore apparaître, et je trouve que le weirdcore c'est une évolution du kidcore. Dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'on retrouve quand même toujours les codes de l'enfance, très colorés, très imaginaires, mais beaucoup moins contraignants et voyants que le kidcore en extérieur, et du coup beaucoup plus adapté à la vie active. Et je trouve que ce style il se mélange bien aussi avec le Y2K qui est revenu également, qui est je trouve aussi très inspiré de la nostalgie qu'on avait pour l'époque justement Disney Channel. En fait on est dans la continuité je trouve avec le kidcore, le weirdcore, le Y2K. C'est des évolutions de style à chaque fois, mais qui sont toujours inspirés en fait de ce qu'on avait avant la pandémie. Le clean girl aesthetic et le old money aesthetic. Donc le clean girl aesthetic, il vient un petit peu en contradiction avec tout ce qui s'est fait, parce qu'il vient rendre classique et minimaliste tout ce qui était maximaliste. Là, on parle plus de couleurs, de formes, d'accessoires, on parle d'aller au plus simple, d'aller au plus naturel possible pour paraître propre. D'après Le Monde, la clean girl est une jeune femme souvent blanche et assez aisée, au mode de vie minimaliste, prétendument simple et ordonné à l'image de celui des Scandinaves. Le visage frais comme la rosée du matin, elle adopte une skincare censée ne demander aucun effort. Je trouve qu'il en va de même pour le style. La clean girl est plutôt simple, avec en général un t-shirt blanc ou un débardeur blanc et un jean. Voilà, c'est comme ça que je vois le style de la clean girl. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je vois plutôt comme ça. Et avec la clean girl aesthetic, on a aussi le old money. Le style old money repose sur une élégance intemporelle, des tons sombres et une coupe irréprochable. Il évoque une richesse héritée et une préférence pour la qualité que pour une consommation ostentatoire. Là où l'esthétique de la fille riche et voyante est affirmée, le style old money, lui, est silencieux et discret. Et je trouve que le old money, il a plusieurs influences. Il vient après une ère où l'ostentation était hyper tendance. Je sais pas si vous vous souvenez, juste avant la pandémie, quand on voyait un petit peu le monde des célébrités, des influenceurs, des stars, c'était très ostentatoire. C'était vraiment qui portera le plus de logos, qui aura le plus de sacs Birkin à montrer. Sauf qu'en fait, après le Covid, tout le monde s'est rendu compte que tout pouvait basculer, qu'on pouvait passer de tout à rien en l'espace d'une journée avec une pandémie mondiale. Et donc, il y a eu un retour, comme avec le cottagecore, en fait, à tout ce qui est naturel. Le clean girl aesthetic, il répond aussi
aussi à cette demande de shutdown. Et le old money, il est aussi inspiré de ça, mais il trouve ses inspirations autre part et je suis obligée de faire un petit deep down dans ça parce que je pense que pour beaucoup, on réalise pas d'où les choses elles viennent et c'est important un petit peu de remettre les pendules à l'heure si je puis dire. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire qui m'accompagne encore une fois et depuis longtemps, Rosetta Stone. Vous êtes sans savoir que pour mes essais que j'écris, j'ai toujours besoin d'avoir plusieurs langues à mon arc et c'est pour ça que j'insisterai toujours sur le fait d'apprendre des langues. Rosetta Stone est une application pour apprendre des langues. Vous avez vraiment un large choix de langues. Vous avez plus de 25 langues disponibles. Si vous voyagez, il y a un exercice pour ça. Si vous allez bientôt travailler dans une langue différente, il y a aussi des exercices pour ça. Chaque thème sont abordés et avec plein d'exercices, de la grammaire, du vocabulaire et aussi par-dessus tout la pratique orale de la langue. Bon, vous le savez, depuis que j'habite aux Émirats, maintenant j'ai repris l'apprentissage de l'arabe aussi, que j'aime trop faire avec l'arabe en ce moment parce que j'ai complété pas mal des exercices depuis ma lecture. Elle s'est tellement fluidifiée. J'ai aussi appris beaucoup de vocabulaire et moi c'est ce qui me manquait. Donc bref, moi ce que j'aime trop faire, c'est au niveau des formations avancées. Vous avez des histoires comme ça. Par exemple, là j'ai mis unité 10, la vie et le mode de vie. Là il y a une histoire qui s'appelle Ziyaratu ila al-Bahrain. Et du coup vous avez l'histoire. Et soit je la lis, soit aussi je peux l'écouter. Et vous pouvez aussi vous enregistrer. Ziyaratu ila al-Bahrain. Ziyaratu ila al-Bahrain. Vous avez aussi un suivi par semaine qui vous permet d'être consistant et de toujours avoir au moins un petit peu de progrès. En tout cas, je peux que vous conseiller cette application. Vous avez l'abonnement à vie qui est à moins 60% si vous voulez en profiter. Mon lien sera dans la barre d'infos. Merci de m'avoir écouté jusque-là et passez un bon visionnage. Concernant le old money, on dit que cette esthétique est souvent associée à l'aristocratie européenne et aux grandes dynasties américaines, où l'accent est mis sur le maintien d'une apparence sophistiquée sans attirer l'attention de manière excessive. Pour beaucoup, on pense à Princesse Diana, Jackie Kennedy, on pense à Grace Kelly et aussi récemment à Kylie Jenner qui a fait un rebranding total en fait de son apparence. Dû à cette nouvelle tendance aussi, quand on parle de old money, on pense pas seulement qu'aux vêtements. Si vous cherchez sur TikTok le hashtag old money, vous allez tomber sur des terrains, des grandes maisons, des dîners, des voitures de luxe, des week-ends en yacht. Là, on parle vraiment d'un lifestyle qui est réservé aux élites. Tous les esthétiques, ils nous vendent un modèle. Et ça, je vais revenir après dessus. Mais quand on pense au style old money, on nous vend aussi l'idée d'appartenir à une certaine élite. Parce que c'est un argument que je vois souvent dans également les gens qui ont adopté le style old money. Écoutez-les bien quand ils parlent. Faut toujours écouter les gens quand ils parlent. Ils vont parler de pièces que if you know, you know. Si t'es riche, tu sais. Là, on parle pas de monogramme à excès. On parle pas de logo mis en gros sur une ceinture. C'est des marques. Seulement si vous consommez ces marques-là, ça veut dire seulement si vous êtes pété de thunes, vous connaissez ces marques-là. C'est un peu le message qu'on nous renvoie. Mettez ces marques-là si vous voulez être reconnu par l'élite. Sauf que le problème, c'est que c'est cher. Ah oui, c'est cher. Donc c'est pour ça que par exemple, on va avoir des marques comme Pretty Little Things qui a totalement rebrandé le style assez découvert, assez bad, assez coloré, voyant, pour un style beaucoup plus traditionnel et beaucoup plus inspiré du old money, du classicisme. Ce n'est pas un hasard et c'est là où je veux qu'on fasse attention. Quand un géant de la fast fashion change totalement de direction artistique pour correspondre à une nouvelle identité, il y a un shift au niveau de la société. Je pense qu'on rentre bel et bien dans une nouvelle ère et c'est ce que je vais aborder dans le prochain chapitre. Dans le livre satirique The Official Preppy Handbook, donc le preppy style, c'est un style vestimentaire et une attitude sociale inspirée des étudiants des prep schools, c'est les écoles préparatoires. Souvent les écoles préparatoires elles sont privées et donc élitistes puisqu'elles coûtent énormément d'argent. Je veux même pas imaginer combien ça coûte, ou si peut-être que je vais imaginer. Cost prep school. On a par exemple l'Institut of dem Rosenberg en Suisse qui s'élève environ à 175 000 $ l'année. Anyway, on va clore ce chapitre. Le livre va décrire comment être un prépi, comment s'habiller comme un prépi, comment parler comme un prépi, comment s'entourer comme un prépi, où est-ce qu'il faut faire son shopping en tant que prépi. Ce livre, à la base, il était satirique. C'est-à-dire que c'est un livre qui de base était sorti pour se moquer en fait de toute cette culture prépi, de cette culture old money. Mais il faut savoir qu'il a tellement été bien écrit qu'il a servi de guide pour les prépis pour en fait adopter les codes sociaux, esthétiques et culturels de la old money. Le look preppy est tout à propos des vêtements traditionnels qui parlent d'eux-mêmes. Pas de tendance
tendances flashy ou trop modernes. Il s'agit de vêtements qui ne se démodent jamais et qui parlent de vos origines d'argent ancien et de votre appartenance à l'élite académique. Et c'est pour ça que je voulais parler du Preppy Handbook et du Preppy Aesthetic, puisque pour moi le Preppy Aesthetic c'est une subculture de la old money. C'est un peu la même chose sauf que ça part de la génération qui va devenir la old money, c'est-à-dire ceux qui sont en école préparatoire, qui sont issus de familles extrêmement riches et qui vont après par la suite adopter ce style old money. Pour moi Preppy et old money en fait c'est un peu la même chose, c'est juste que c'est deux générations différentes. En raison d'un déplacement je finis la vidéo dans un environnement un peu spécial puisque je suis pas chez moi. Donc désolé s'il y a un peu de bruit, si c'est un peu changeant, si ma voix elle est différente. Je vais vous montrer la vue et vous allez me dire où est-ce que vous pensez que je suis. Reprenons la vidéo. Comme je vous le disais, la notion de old money, elle désigne des familles riches depuis plusieurs générations, souvent issues de la haute bourgeoisie, l'aristocratie ou des dynasties. Et ces familles, si elles ont autant de richesses, c'est parce qu'elles ont souvent été les gardiens de l'ordre social selon leur vision. Disons-le clairement, ce sont des élites conservatrices qui ont réussi à prospérer en protégeant leurs intérêts via des billets comme par exemple la colonisation, la politique, l'exploitation des richesses, des terres, et tout ça en considérant l'homme blanc comme supérieur à tout. Et ça, l'histoire, elle ne l'oublie pas. Selon l'historien Craig Wilder dans son livre Ebony and Ivy, il dit, je cite, « Les marchands et planteurs ont acquis du pouvoir dans la société coloniale, leur permettant de prendre en main l'éducation. » Il ajoute aussi, les esclavagistes sont devenus présidents d'universités et que leur richesse déterminait où se construisaient les écoles et quelles valeurs elles transmettaient. Et pourquoi je vous parle également des prep schools et des preppy? Parce qu'on va parler d'un point important qui est le rôle des élites dans l'éducation. Prenons par exemple le cas de l'université de Rutgers de New York. Celui qui lui a donné son nom, Henry Rutgers, était lui-même propriétaire d'esclaves. Il en a même possédé de 1790 à 1820 et même après sa mort, son testament faisait mention d'une femme réduite en esclavage qui s'appelait Anna. Ainsi, loin d'être de simples lieux d'instruction, les prep schools et les écoles des élites, ce sont des écoles qui sont les produits directs d'un héritage esclavagiste et colonial. Et quand je vous disais tout à l'heure que ces élites, elles ont réussi à prospérer en étant gardiens de l'ordre social, c'est justement grâce aux écoles, puisque à travers l'accès à l'éducation et la culture, on avait accès au monde des élites. Les écoles, c'est une part importante de l'esthétique, on va dire, de la old money, mais on peut également parler des clubs privés, qui sont eux aussi un emblème du lifestyle old money et qui sont eux aussi mis en scène sur les réseaux sociaux. Les clubs privés, ce sont des lieux de rencontre qu'on appelle aussi des home away from home. Donc c'est un peu un lieu où on se sent chez soi, puisqu'on y retrouve des gens qui nous ressemblent, des activités qui font partie de l'éducation dans laquelle on a grandi. Donc les clubs privés, ce sont des énormes villas, qu'on appelle aussi clubs, où les personnes bourgeoises se retrouvent autour d'activités comme du golf, du tennis, des dîners. Ce sont des lieux de vie, de rencontres et d'amusement pour les élites. Sauf qu'il est important de mentionner que au-delà de leur rôle de lieu un petit peu de sociabilité entre personnes fortunées, ces espaces, ils portent l'empreinte également de profondes idéologies de suprématie blanche. J'ai par exemple retrouvé un article du New York Times le 13 septembre 1967 avec comme titre « La discrimination reste une politique et une pratique dans de nombreux clubs ». Et c'est un article qui fait état des discriminations dans les clubs privés, avec comme par exemple le Jamaican Yacht Club qui est situé en Jamaïque. Oui, en Jamaïque. Comme vous allez me dire, mais comment ça, racisme et Jamaïque dans la même phrase? Oui. Alors pour rappel, la Jamaïque, c'était une colonie anglaise jusqu'en 1962. Donc du coup, il y a des clubs de cette élite anglaise qui ont pu se faire en Jamaïque à cette époque. Et quand on fouille un peu, on voit que le Jamaican Yacht Club n'autorisait pas, je cite, les juifs et les noirs locaux comme membres. Et quand vous allez sur le site internet du Jamaican Yacht Club, vous pouvez également voir que la famille royale anglaise a fréquenté ce club. On a encore d'autres faits recensés dans cet article avec le club Chevy Chase Country en banlieue de Washington qui n'acceptait pas, je cite, les résidents américains noirs de la région, pas même le maire noir de la capitale du pays. Et en parlant de club privé, même Donald Trump, l'actuel président des États-Unis, en a un à Palm Beach en Floride qui s'appelle le Mar-a-Lago, où l'adhésion vous coûtera la modique somme de $1 million. Et je peux pas m'empêcher de penser à cette vidéo de Steve Witkoff, l'envoyé présidentiel de Donald Trump, qui pendant sa visite à l'Elysée ce jeudi 17 avril a dit « Ah, ça ressemble vachement à Mar-a-Lago quand même ».
You know what this looks like? This actually looks like President Trump's club at Mar-a-Lago. Et ça nous révèle pas mal, je trouve que les politiques et les élites, elles sont étroitement liées et on a une histoire commune puisqu'on y retrouve des similitudes, même dans le style architectural. Et pour finir, comment oublier la marque de luxe Hugo Boss, qui était fournisseur officiel des costumes du régime nazi d'Hitler par exemple. Enfin bref, des exemples, il y en a plein, et en considérant l'ensemble du bagage historique derrière tout cela, je peux pas m'empêcher de penser que dans une ère actuelle où l'extrême droite elle est en majorité dans les sondages, avec par exemple la dernière victoire de Donald Trump aux dernières présidentielles, le rachat des médias et réseaux sociaux par des partisans d'extrême droite, bref, je ne pense absolument pas que ce soit un hasard qu'on ait des styles comme le old money, le clean girl esthétique qui je trouve est aussi étroitement lié à un retour aux idées conservatrices avec l'obsession de la propreté et de la pureté sous le prisme blanc, ou encore la tendance des trade wives et le retour aux idées conservatrices autour de l'organisation du foyer par exemple. Et pour finir, je pense que c'est également pas anodin si tous ces esthétiques ils séduisent la Gen Z, parce que je pense qu'il y a une idée et un mythe autour de la Gen Z qui serait beaucoup plus progressive et beaucoup plus ouverte que les anciennes générations, et que le conservatisme s'est réservé à une partie de la population qui se dirait vieillissante. C'est pas le cas. Depuis le Covid, on a une génération qui a grandi avec des restrictions de sortie, des masques, des interdictions de manifester. On a nos gouvernements qui, je trouve aussi, sont devenus hyper stricts, qui glissent doucement, je trouve, même vers des régimes de moins en moins démocratiques. Et on a la preuve, par exemple, avec la réponse à la révolte et aux manifestations pour les changements climatiques ou les changements sociaux. La réponse du gouvernement, elle a souvent été hyper violente, avec des arrestations, des violences faites par la police. Et tout ça, grandir dans ce climat-là, pour la Gen Z, je trouve que ça fait peur, d'accord ? Genre ça fait peur, on a une peur d'exprimer nos idées, et c'est pour ça que je pense que le conservatisme et les esthétiques qui proclament le conservatisme séduisent autant la Gen Z, parce que c'est une manière aussi de se ranger derrière un esthétique neutre, conservateur, et ça peut en quelque sorte servir d'autodéfense pour éviter la répression et la stigmatisation. L'identité qui devient un produit. À mon sens, on ne peut pas dissocier la mode de la politique. Ce sont deux mondes qui se reflètent l'un l'autre. Les tendances, elles ont toujours été une réponse à nos conditions de vie, soit par le biais de la conformité, avec comme par exemple le old money, soit par la rébellion, avec des mouvements comme par exemple le mouvement punk, qui est, je trouve, l'un des meilleurs exemples d'esthétique et de subculture qui est venu contrecarrer la tendance actuelle en termes de politique. Le mouvement punk, c'est ce qu'on appelle une subculture. Il est né avec comme principe le DIY. Le do-it-yourself, c'est-à-dire fais-le toi-même, parce qu'il se voulait libre des normes et indépendant des institutions de l'époque. On parle de personnes qui faisaient leurs propres vêtements à partir d'autres vêtements, qui déchiraient leurs vêtements et qui les recousaient avec des épingles, qui faisaient leur propre musique loin des normes de l'industrie de l'époque, qui enregistraient dans leur garage, dans leur chambre. Enfin bref, c'était une subculture qui rejetait complètement les institutions en qui ils n'avaient plus aucune confiance. Le mouvement punk, c'est un mouvement qui est venu répondre au dernier cri d'espoir de beaucoup de personnes qui se sentaient étouffées par le système. On est au milieu des années 1970, dans un contexte de post-guerre du Vietnam avec les États-Unis. On est au cœur d'une crise économique majeure, marquée par la fin de l'industriel au Royaume-Uni et donc la fermeture d'énormes usines et par conséquent un chômage de masse. Et le mouvement punk, à ce moment-là, il naît d'un énorme rejet des normes sociales, de la pauvreté, du chômage, des élites et de la conformité, puisque la guerre, qui avait été vendue comme une solution à tous les problèmes de la nation, n'a finalement profité qu'aux élites, qui elles étaient des marchands d'armes. Et ce mouvement punk, il va d'ailleurs donner naissance à de nombreuses subcultures, comme le gothique, le grunge, chacun portant sa manière une forme de rupture, de contestation ou de marginalité assumée. Mais aujourd'hui, quand on ouvre TikTok et qu'on pense au mouvement punk au gothique, il est parfois réduit à une jupe à carreaux, des chaînes argentées et un trait d'eyeliner noir. Et il y a la vision les gars, elle est gothique, c'est vraiment l'avenir. Alors ça c'est pas une gothique, et d'ailleurs être une gothique ça veut rien dire. En ce moment on en fait un peu une trend, mais faut pas oublier qu'avant tout c'est une culture. On va le mettre en scène dans une vidéo de 15 secondes sur TikTok, avec une musique trendy et un petit texte accrocheur, sans le moindre lien avec son histoire politique ou son message d'origine. Et c'est dans ce cas-là où on n'a plus l'impression de faire face à une culture, mais face à une esthétique consommable. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on arrive de moins en moins à comprendre le sens des esthétiques, et en fait à comprendre ce qu'ils reflètent de notre société, c'est parce que le capitalisme s'en est mêlé. Et ça, je vais l'expliquer dans ce chapitre. Les subcultures qui étaient autrefois des groupes sociaux distincts, qui partagent des valeurs, qui partagent des croyances, qui partagent des comportements et souvent une esthétique propre,
sont aujourd'hui vendus comme de simples packages de personnalité et d'esthétique via des images romantisées, via des articles à bas prix vendus sur Shein, via des séries et des musiques qui suivent des tendances qui vont durer seulement 10 minutes. Et je pense que c'est ça le problème de pourquoi on n'arrive plus à percevoir le message derrière les esthétiques. C'est que la revendication de ces esthétiques sont souvent étouffées par de la consommation. La capitalisation des esthétiques et des subcultures a vidé de leur sens ces subcultures en fait. Et c'est pour ça également que l'appropriation culturelle, elle est aussi fréquente. C'est parce qu'on ne prend plus en considération l'histoire et la culture derrière un esthétique qui appartient à une culture. Et on l'a vu avec le dernier bad buzz qu'il y a eu sur TikTok avec l'appropriation du dupatta qui a été transformé en Scandinavian dress. Parce que si on peut s'approprier un esthétique, si on peut s'approprier une culture pour créer une mini trade et pour faire de l'argent, et bah c'est possible. Et c'est dans ce cas-là où on n'a plus l'impression de faire face à une culture, mais face à une esthétique consommable. On nous vend des vêtements, des filtres, des contenus, mais plus des discours, des mouvements ou réellement de la révolution, vous voyez. Dans ce cas-là, on peut prendre par exemple le Super Bowl qui a été performé par Kendrick Lamar. Le show, il était magnifique. Beaucoup l'ont décrypté avec beaucoup de soin. Il y avait énormément de messages cachés, énormément de révoltes cachées dans des messages. Mais encore une fois, tout ce qu'on a retenu finalement de ce Super Bowl, c'est la chanson de Kendrick Lamar avec le pas de danse qui allait avec. You kind of recreated Kendrick's dance. Take a look at et le jean qu'il avait porté. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est que finalement en fait des messages de révolte, s'ils sont mis sous une musique et sous de beaux vêtements et avec une belle mise en scène, ils sont complètement vidés de leur sens et finalement ils ne servent encore une fois qu'à faire vendre. Parce que si réellement le show de Kendrick Lamar il avait été anti-Trump par exemple, jamais Donald Trump n'aurait laissé passer une telle chose, vous voyez, comme il le fait par exemple avec les universités en ce moment. Il est temps que les universités d'élite s'engagent à apporter des changements significatifs si elles veulent continuer à bénéficier du soutien des contribuables. Enfin bref, on consomme l'image mais jamais le sens, parce que ce qui compte le plus de nos jours, c'est l'image. Et j'irai même plus loin, je pense que cette logique de tout transformer en produit, on se l'est même appliquée à nous-mêmes. On agit de plus en plus inconsciemment comme des produits sur le marché. L'application TikTok et l'onglet Pour toi a, à mon sens, complètement changé notre rapport aux autres sur Internet. Puisque cette fonctionnalité, elle a tout bouleversé dans la manière dont les contenus sont distribués dans l'algorithme. Maintenant, quand vous postez un contenu sur TikTok, en fonction du sujet de votre contenu et des interactions sur votre vidéo, c'est-à-dire les commentaires, les likes, les partages, votre contenu, il va être proposé à une plus large audience. Au point où on peut avoir 10 abonnés et faire 1 million de vues en moins d'1 heure sur une vidéo si on comprend les codes de l'algorithme. L'algorithme Pour toi, il a ruiné la safe place qu'était Internet pour la culture. Parce qu'il est passé d'un espace qui était entre autres sain et cool pour partager ses passions avec d'autres personnes passionnées dans le monde, à partager ses passions avec d'autres personnes passionnées dans le but d'être vu par un maximum de monde. Et c'est pour ça qu'il y a autant de contenus aujourd'hui qui se ressemblent. Aujourd'hui, même la créativité dans le contenu, c'est quelque chose qui est beaucoup remis en question, que ce soit sur YouTube même carrément. On voit les mêmes concepts, les mêmes personnes. Le principe de TikTok, c'est une appli qui plaît à beaucoup de monde parce que c'est une appli en fait où pour avoir des abonnés, on a finalement juste à suivre des trends. C'est pour ça qu'il y a autant de contenus aujourd'hui qui se ressemblent. We've seen butterfly resin tops, but this is a bow butterfly resin top. I love a good resin top, so when I saw this bow butterfly resin top, Feels like jelly. actually like Jello. Oh my god. Oh my god. Pop, pop, pop. Ah, l'autre a fait ce concept, s'est habillé comme ça, a parlé comme ça et ça a fait des vues. Moi aussi alors. C'est pour ça qu'il y a autant de ressemblances dans le langage sur TikTok, c'est pour ça que tout le monde parle pareil sur TikTok, c'est pour ça que même les gens, regardez bien les contenus, même les gens quand ils présentent un produit, ils ont tous cette même manière de parler. Il y a même un accent TikTok, je sais pas comment expliquer, genre pour ceux qui sont sur TikTok, vous allez comprendre ce que je veux dire. Déjà, juste avec cet aspect-là, on va être beaucoup plus tenté de suivre un esthétique sans forcément comprendre d'où il vient. Parce qu'on sait que cet esthétique, s'il s'est fait voir sur Internet, s'il a fait des millions de vues chez quelqu'un d'autre, bah, il le fera peut-être chez nous aussi. Mais quand je vous disais qu'un contenu peut attirer une grande audience dans le positif avec des vues, des partages, des opportunités, il peut aussi apporter beaucoup d'audience, mais dans le mauvais sens. Parce que autant faire quelque chose que tout le monde fait, ça peut vous attirer beaucoup de bien, mais faire quelque chose de différent, je trouve qu'on est au point où la plateforme TikTok, elle facilite tellement la moquerie et l'harcèlement qu'on connaît des créateurs qui ne sont connus que pour ça. On n'a jamais eu autant de créateurs de contenu qui étaient connus seulement parce que c'est fun de se moquer d'eux. Et je vais citer personne, mais on connaît tous
au moins un TikToker qui est connu pour être moqué, que ce soit sur son physique, sur sa manière de parler, sur sa manière de s'habiller, sur un handicap. Et si vous vous souvenez bien, c'est un sujet que j'ai abordé dans mon essai sur la culture du vide et aussi un petit peu sur la romance, c'est que la mise en spectacle de nous-mêmes nous pousse à agir comme des produits qui doivent plaire au marché. Peu importe si ça nous rapporte de la bonne ou de la mauvaise attention. On doit faire ce qui plaît aux téléspectateurs parce que si on le fait pas, les gens perdent de l'intérêt pour nous. Oh pourquoi tu fais ci, oh pourquoi tu fais ça, oh c'est chiant de te suivre, oh mais nanani, oh mais nanana. Et je comprends pas pourquoi les autres ont le droit d'évoluer et moi je dois rester la bête de foire, genre qui est censée divertir et imiter la CPE. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont tentés de faire du contenu que tout le monde fait et d'incarner même carrément un personnage. C'est parce que dans une ère où on a de plus en plus de solitude, de bed-rotting, le bed-rotting c'est le fait de pourrir dans son lit. En vrai, si je veux traduire à proprement parler, où le manque d'attention se fait ressentir pour énormément de monde, eh bien ouvrir les réseaux sociaux et voir d'autres personnes qui reçoivent, elles, à contrario, beaucoup d'attention à travers leur contenu, sans s'en rendre compte, on va être tenté de reproduire des comportements qu'on a observés et qui retiennent l'attention des autres. Ici, dans le cas des esthétiques, on va imiter un style qui va nous rendre plus attractifs auprès des gens et auprès des marques. Mais maintenant, ça me laisse vous poser la question, est-ce que créer et poster du contenu aurait autant de sens si vous étiez la seule personne à le voir ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça n'a pas été très long, je suis désolée pour les minutes restantes que j'ai dû faire un peu en chuchotant. Comme d'habitude, mes vidéos essais n'ont pour but de ne viser personne, de ne blâmer personne, mais simplement de faire une réflexion sur le monde actuellement, le monde qui nous entoure, les réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours, que moi-même j'utilise tous les jours et dont moi-même je suis une actrice. Je pense que c'est juste bien de temps en temps de mettre un pas en arrière et comme d'habitude, je suis très friande de vos commentaires, donc j'attends vos commentaires en bas de la vidéo. Si vous avez n'importe quelle piste, n'importe quelle réflexion qui pourrait ajouter ou qui pourrait contrecarrer carrément même mes arguments, comme d'habitude c'est un grand plaisir, la porte est ouverte. Je tenais à remercier encore une fois Rosetta Stone de m'accompagner pour cette vidéo. N'oubliez pas de passer par mon lien en barre d'infos, il vous permettra d'avoir une réduction sur l'abonnement Lifetime. Moi je vous laisse et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!